savais que les assureurs fournissaient la liquidité. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre présence. Je suis Noémie Bisserbe, je suis journaliste pour le Wall Street Journal, correspondante en France. Et donc j'ai l'honneur d'animer ce panel aujourd'hui qui porte sur l'Europe. Et on va tenter de répondre à la question suivante, l'Europe se sous-estime-t-elle ? Donc on a la chance d'avoir un panel de formidables intervenants. Édouard Philippe, maire du Havre et ancien Premier ministre. Tatiana Molchan, qui est secrétaire générale de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies. Hubert Védrine, qui est ancien ministre des Affaires étrangères. Claire Woodman, responsable de la zone EMEA, Amérique latine et Canada chez Morgan Stanley. Et Thomas Buberl, qui est directeur général d'AXA. Le coordinateur de ce panel est Benoît Cœuré, donc, du Cercle des économistes, qui est aussi président de l'Autorité de la concurrence. Et il va dire quelques mots d'introduction. Merci Noémie, bonjour à tous. Alors ça va être très court, pourquoi ? Parce que je crois que le titre de cette session se suffit à lui-même. L'Europe se sous-estime-t-elle ? Pourquoi ce titre ? Parce que je crois que le programme de ces rencontres économiques montre que nous sommes convaincus que l'Europe fait partie de la solution. Et il y a beaucoup de tables rondes qui sont consacrées à l'Europe. Mais force est de constater que la tonalité du débat sur l'Europe chez les économistes et, oserais-je dire, également chez les politiques, je ne parlerai pas des journalistes, est extraordinairement négative et pessimiste. Et le ton a été donné d'une certaine manière par le rapport Draghi il y a 2 ans. Et vous vous rappelez que nous étions avec Mario Draghi sur cette même tribune il y a 1 an pour tirer un premier bilan qui n'était guère positif de la mise en œuvre de son rapport. Et les prémices du rapport Draghi consistent à constater le retard de l'Europe par rapport aux États-Unis et à la Chine en matière d'investissement, en matière de productivité et en matière d'innovation. Tout ça est vrai, c'est factuellement vrai, c'est incontestable, mais ça ne fait pas un projet politique. Et si on veut embarquer les entreprises européennes et les citoyens européens dans un tournant européen, il faut être positif. D'où le titre de cette session. Comment est-ce qu'on transforme un discours sur l'Europe qui est aujourd'hui marqué par l'introspection, le mea culpa et le défaitisme en un discours de mobilisation positif qui permette aux entreprises d'investir là où c'est nécessaire et qui permette aux citoyens de se mobiliser. Et je crois que j'en ai assez dit puisque nous allons maintenant avoir les réponses à ces questions. Donc Thomas Buberl, je me tourne vers vous. Dans votre récent ouvrage qui a été coécrit donc avec Étienne Gernel Dupoint, vous décrivez l'Europe comme une riche dépressive comme une autre, minée par ses tourments intérieurs et qui doit apprendre à s'aimer un peu. Est-ce que finalement pour vous, le plus gros problème de l'Europe, c'est de manquer de confiance en elle ? L'Europe ne manque pas de confiance en elle, elle manque un attachement émotionnel. Si vous regardez les différentes étapes de l'Europe, après la guerre, un miracle s'est construit. Des nations qui ont été en guerre pendant des décennies se mettent ensemble, se réunifient en gardant leur diversité, avec l'idée « jamais plus une autre guerre ». Dans notre génération, l'Europe, c'était le mouvement sans passeport. On a étudié ailleurs. Si je pose aujourd'hui la question à mes enfants et à leurs amis, l'Europe c'est quoi ? Ils me disent « Pourquoi tu me poses cette question ?» Et je pense que c'est là où on a le problème. Il nous manque le narratif. Deuxièmement, le modèle européen à l'époque était conçu comme un modèle « on fait les choses ensemble qu'on ne peut pas faire seul ». Jamais été le mandat de l'Europe d'harmoniser le passé et d'harmoniser tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'était toujours la question, qu'est-ce qu'on n'a pas et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire seul et on doit faire ensemble. On a perdu cet esprit et dans ce sens-là, l'Europe aujourd'hui est perçue comme une région, comme une puissance qui protège, mais pas qui est une puissance d'innovation. Ça, c'est d'autant plus triste dans le sens qu'on a tout ce qu'il faut. On a l'argent, nous sommes riches,
malheureusement, l'argent aujourd'hui part dans l'endettement public, mais l'argent part aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'argent reste chez nous, est investi chez nous? Et deuxièmement, on a beaucoup de talents, on investit beaucoup dans l'éducation, mais malheureusement, les talents partent. Moi, je suis très positif sur l'Europe. Il faut qu'on se réunisse autour de nos forces. Il faut qu'on recrée un nouveau narratif européen et faire l'Europe comme on a fait en France, Notre-Dame et les Jeux Olympiques. Un nouveau projet avec une ambition forte et avec une procédure et puissance d'exécution en dehors de la bureaucratie. Et c'est pourquoi le titre du bouquin est « Il suffit de s'aimer ». Merci. Claire Woodman, quel regard les investisseurs étrangers portent-ils sur l'Europe, notamment face à la Chine et aux États-Unis? Merci. Moi, je vais, comme Benoît, suivre l'optimisme de Thomas. Je vous rappelle qu'il faut garder à l'esprit que les marchés combinés de l'Europe sont très importants. Il y a des intérêts en termes d'investissement parce qu'il y a des opportunités en Europe et il y a des capitaux qui peuvent être mobilisés. Nous avons des institutions mondialement connues en Europe et des entreprises mondialement connues également, tout comme une main-d'œuvre compétente. Il y a des capitaux importants également. Prenons pour exemple le système financier, 33 trillions d'épargne en Europe, parmi lesquels 10 trillions sont dans des banques. Imaginez si une petite partie de cette épargne pouvait être mobilisée pour investir et soutenir des projets européens. Cette année, nous avons également vu que les flux capitaux se sont poursuivis entre l'Europe et le reste du monde. Nous voyons également que dans le secteur privé, il y a des fusions et des acquisitions importantes qui se produisent. On voit aussi des institutions européennes investir aux États-Unis. Mais Thomas a tout à fait raison. On a tendance à dire qu'il y a trop de flux d'investissement qui vont vers les États-Unis, c'est vrai. Et il faut se concentrer là-dessus parce qu'à l'heure actuelle, la situation, c'est qu'il y a un cycle d'investissement important qui est en cours et d'importantes transformations à l'œuvre dans nos sociétés qui sont dues notamment à l'IA et aux nouvelles technologies. Donc, il ne suffit pas de simplement reconnaître les points de départ, ce que nous avons à notre disposition, nous devons aussi mobiliser parce que cette transformation qui est à l'œuvre dans tous nos secteurs, dans la santé, dans la technologie, dans la défense, nécessite des investissements et des mobilisations d'investissements. Prenons par exemple les États-Unis et la Chine. On voit que les États-Unis ont réussi à se développer beaucoup plus vite. Et on peut voir par exemple la transformation qui a été celle de l'industrie américaine. La Chine est un peu différente. Elle a réussi à mobiliser parce qu'elle peut centraliser et décider de façon très centrale là où doivent être tournés les investissements. Et pour moi, ce sont là les enseignements à tirer avec en effet confiance, optimisme, amour pour l'Europe. Et donc je me tourne vers vous, Hubert Védrine, pour ma troisième question. Face à l'impératif croissant d'une autonomie stratégique et d'une souveraineté économique, l'Europe a-t-elle réellement les moyens de ses ambitions? Alors, d'abord, je crois qu'on va être très convergent en ce qui concerne les conclusions, mais j'entre dans le sujet différemment, avec une première remarque réaliste, suivie d'une remarque volontariste. La remarque réaliste, c'est quand on parle d'Europe, je ne sais pas de qui on parle en fait. C'est comme quand on dit l'humanité, je n'ai jamais rencontré, la communauté internationale qui n'existe pas, etc., etc. C'est un mot valise. Et quand on est dans des milieux d'économistes, comme ici, je le dis chaque année, on parle des élites économiques de l'Europe qui ne comprennent pas que les peuples ne suivent pas. Donc il faut quand même dire de quoi on parle. Et je rappelle qu'on est le pays dans lequel le référendum de ratification du traité de Maastricht, qui était une avancée, est passé qu'un point d'écart. Je rappelle que le traité constitutionnel avait été rejeté par les Français, par les Néerlandais, que le chancelier Schröder avait dit que ça ne serait pas passé en Allemagne. Depuis, on a fait comme si cette question ne se posait plus. À mon avis, elle se pose quand même.
De qui parle-t-on? Deuxièmement, il n'y a pas un problème de confiance, parce qu'au contraire, les Européens, les gentils Européens, ils ont vraiment cru dans la communauté internationale. Ils ont vraiment cru que l'histoire et ces guerres étaient terminées. En France, on a vraiment cru qu'en entrant dans l'euro, on n'avait plus besoin de faire d'efforts particuliers. On n'a pas compris qu'il fallait que ça s'accompagne de beaucoup de discipline. Donc, ce n'est pas une question de manque. On a énormément cru. On a eu confiance dans notre propre crédulité, en fait. Donc, on n'a pas à sortir du manque de confiance. Et si on se demandait qu'est-ce qui peut redonner confiance au peuple dans un projet européen reformulé, j'en arrive à mon deuxième point, qui est le volontariste. Ce que j'ai décrit, c'est les 20 ou 30 dernières années, comme chaque année. Mais le contexte mondial, le compte à rebours écologique, Trump et compagnie, tout le truc, fait que les Européens, enfin, commencent à s'inquiéter. Et l'inquiétude est positive. Ils commencent à se dire, on va peut-être être obligés de se défendre par nous-mêmes, alors qu'ils ont toujours écarté cette option. Sinon, ils auraient été gaullistes. Donc, il y a une prise de conscience, et Trump peut nous aider, et tout le reste, à condition, je dirais, à condition que les élites qui sont pour aller plus loin dans l'intégration européenne, alors aucun peuple n'est débile au point de vouloir sortir de l'Europe, hein, mais personne ne va aller plus loin. Ce serait impossible aujourd'hui de faire un traité fédéraliste. On n'arriverait pas, et deuxièmement, il ne serait pas ratifié. Donc il faut abandonner cette obsession. Par contre, si les leaders économiques ou politiques arrivent à dire aux gens c'est la civilisation européenne qui est en jeu, la culture européenne, le mode de vie européen, qu'est-ce qu'on a inventé de mieux quand même? On s'est menacé par l'ensemble des phénomènes. L'Europe est dépendante de tous les autres dans tous les domaines. Donc il ne faut pas parler en termes d'indépendance, c'est inatteignable. Si on a un programme en disant voilà comment on va réduire les dépendances excessives pour construire peu à peu une autonomie stratégique, donc de destin, qui est un horizon, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est 10 à 15 ans d'efforts. Si on parle comme ça, il me semble que les peuples qui renaclent quand même par rapport au discours des dirigeants pourraient dire d'accord, on y va, mais il faut crédibiliser, il ne faut pas faire des slogans, pas d'incantation, pas insulter les gens qui veulent rester un peu souverains, c'est normal. Il faut crédibiliser un chemin. Voilà, nous, dirigeants européens, on parle au peuple européen, et voilà ce qu'on peut faire en 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et crédibiliser l'objectif. Et crédibiliser l'objectif, donc, si je comprends bien. Ben, l'objectif, c'est de reconquérir la maîtrise de notre destin, de ne pas dépendre que des Américains, des Chinois, du Sud et compagnie. Donc il faut le dire dans ces termes-là, peut-être lever le pied sur la question d'intégration ou de normalisation, peut-être moins d'Europe dans certains domaines significatifs et plus dans d'autres. Donc en tout cas, il faut absolument que le genre de gens qui sont ici aujourd'hui, comme chaque année, arrivent à se faire comprendre. Des autres qui disent le rapport Draghi, c'est peut-être très bien, mais moi je m'en fiche. Et si on avait pu bouger autrement, je ne dirais pas ça. Mais je constate que chaque année, on est dans la même situation. Or, pour une fois, l'inquiétude en Europe, je me répète, l'inquiétude peut être nourricière et inspirer une démarche comme ce dont parlait Thomas tout à l'heure. Mais il faut, encore une fois, il ne faut pas dire simplement « ayez confiance en vous ». Rendez-vous compte qu'il faut se réveiller, atterrir et suivre un cheminement. Merci. Tatiana Molchan, la réglementation européenne est perçue par certains comme un frein à la croissance et à l'innovation. Ces critiques sont-elles, selon vous, justifiées? Et quel effort de simplification pourrait être entrepris, selon vous? Thank you so much. Merci beaucoup, c'est un plaisir que d'être de retour ici pour ces échanges importants. Mais j'aimerais, pour commencer, évoquer la grande question que vous avez posée, celle notamment de la confiance en soi, de la confiance en l'Europe. Je suis d'accord pour dire qu'en effet, l'Europe se sous-estime. Et je crois que ça s'est dégagé très clairement dans certaines des premières interventions qui ont été faites. Mais pas pour les raisons habituelles. Parce que
Ce que nous entendons au quotidien, c'est qu'on nous parle de puissance militaire, on nous parle de puissance technologique, on nous parle de PIB, on nous parle de marché de capitaux. Mais est-ce que ce sont vraiment là les atouts de l'Europe ? Le plus grand atout de l'Europe, ça a toujours été sa grande capacité à transformer des chamboulements en des institutions et des institutions en une coopération. La coopération, c'est donc le mot-clé. Et on l'a vu dans toute l'Europe, parce que après avoir écouté Hubert et puis d'autres orateurs également, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'Europe? Qu'est-ce qu'on comprend par Europe? Même sur le plan géographique, je crains que certains d'entre nous dans cette salle auraient du mal à répondre à cette question. Pour ma part, une organisation qui s'appelle donc la Commission économique pour l'Europe, elle s'appelle, mais il y a 56 pays dans cette commission, y compris l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale aussi que je couvre. Donc on devrait vraiment se pencher sur des exemples de pays comme des pays d'Europe centrale et de l'Est où se sont opérées des transitions. Ces pays ont appris à transformer les législations plus rapidement que les habitudes. Et ça, c'est une réalité dont on aurait besoin ici aussi. Il faut qu'on l'applique à tout le continent et pas seulement à l'Europe centrale. C'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés maintenant, de multiples transitions, de nombreux défis écologiques, économiques, démographiques aussi, et j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Nous avons une population vieillissante. Comment en discuter? C'est une question délicate. Mais en tout cas, voilà mon message clé. Certes, l'Europe se sous-estime, mais nous devrions nous attaquer à cela sans confiance excessive et sans nostalgie. Nous devrions plutôt chercher les endroits de coopération potentielle parce que c'est là que résident les atouts de l'Europe. On peut faire tout ça? Est-ce que l'Europe peut rester compétitive tout en préservant son modèle social? Comme la question initiale, c'est est-ce que l'Europe se sous-estime? Est-ce que vous m'autorisez juste un petit moment sur réponse à cette question globale? Je pense que l'Europe se sous-estime, c'est probable. Je ne suis pas sûr que l'Europe sache exactement ce qu'elle veut pour elle-même. En tout cas, je suis certain que dans tous les pays d'Europe, il y a beaucoup de discussions sur ce que devrait être l'Europe et qu'on n'est pas tous d'accord sur ce qu'elle pourrait être. Très bien. Est-ce qu'elle est sous-estimée par nos voisins? Ma théorie, ce serait que nos partenaires et nos voisins à l'extérieur de l'Europe se font une idée assez précise de ce que nous sommes, en bien et en pas bien. Les voisins de l'Europe qui veulent accéder à l'Europe, ils sous-estiment pas du tout l'Europe. Ils voient très bien que rentrer dans l'Europe, accéder à l'Europe, c'est une promesse de développement économique, c'est une promesse de stabilité politique et c'est même probablement une promesse de stabilité géopolitique. Ils savent très bien pourquoi ils ont envie de rentrer dans l'Europe et ils ne la sous-estiment, à mon avis, pas du tout. Et je ne crois pas d'ailleurs qu'ils la surestiment. Les gens qui n'aiment pas l'Europe, ou plus exactement, il y a des gens qui ne la sous-estiment pas non plus, c'est ceux qui pensent qu'ils peuvent s'asseoir dessus. La vérité, c'est que les États-Unis ne sous-estiment pas l'Europe. Ils ont très très bien vu que le président américain pouvait emmener à Canossa la présidente de la Commission européenne. Alors cette fois-ci, Canossa, c'était pas à Canossa, c'était à Édimbourg ou juste à côté. Mais quand vous êtes les États-Unis, vous savez que l'Europe n'est pas du tout la puissance continentale que nous aimerions parfois qu'elle soit, et qu'on peut, dans un rapport de force politique et économique, s'asseoir dessus, sur ses propres alliés. Et c'est ce qu'ont fait les États-Unis lorsqu'ils ont décidé d'imposer, et ils ont imposé, quoi qu'on en dise, à mon sens, une relation inégale et un traité piteux à l'Europe. Lorsque les Chinois discutent commerce avec l'Europe, je crois qu'ils ne sous-estiment pas du tout l'Europe. Je crois qu'ils nous lisent parfaitement. Je crois qu'ils voient très bien que lorsque nous prenons une position et que cette position n'est pas strictement alignée entre Français et Allemands, eh ben, il leur suffit d'appuyer un petit peu là où ça fait mal pour les Français pour désaligner les intérêts commerciaux européens. Et je pense qu'ils ne sous-estiment pas l'Europe, ils la voient faible. Et d'une certaine façon, vis-à-vis de nos partenaires chinois, elle est faible. En tout cas, elle n'est pas assez forte. Elle n'est pas assez puissante, elle n'est pas assez capable d'imposer un rapport de force économique.
Bon, j'ai convaincu 3 personnes à ce stade. Et je voudrais vous remercier parce que c'est courageux. J'avouerai volontiers, au risque de choquer, que je ne sais pas très bien définir, enfin, je ne sais pas très bien répondre à la question que vous posez quand vous dites est-ce qu'on peut être en Europe plus compétitif sans changer notre modèle social ? Comme si la compétitivité européenne c'était quelque chose d'uniforme en Europe, et comme si le modèle social c'était quelque chose d'uniforme en Europe. Ma réponse serait assez volontiers la suivante. Je pense que nous serons incapables, nous Français, d'être plus influents en Europe si nous n'améliorons pas notre compétitivité et nous ne réformons pas notre modèle social. Je pense que si nous voulons que l'Europe soit plus puissante, parce que c'est comme ça que nous l'entendons, comme un étage de souveraineté, comme un endroit où peut se conquérir la souveraineté de la nation française, si nous voulons être plus influents en Europe, il faut que nous soyons plus forts en France. Et donc je dirais assez volontiers que si nous voulons que l'Europe soit puissante, il nous faut commencer à régler les questions que nous n'avons pas véritablement su régler, de financement, d'équilibre des comptes publics, de modèle social, que d'autres en Europe ont réussi à régler, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont réglé tous leurs problèmes. Et je pense qu'une fois que nous aurons remis la maison sur de bonnes bases, nous récupérerons notre influence européenne, laquelle devrait nous permettre de construire l'Europe que nous souhaitons, plus puissante, plus agile et probablement mieux armée pour être un bloc continental crédible dans la discussion avec les États-Unis d'un côté, avec la Chine de l'autre, et dans la préservation de notre marché. Thomas Buberl, je reviens vers vous. Claire Woodman l'évoquait tout à l'heure, il existe beaucoup d'épargne en Europe. La question est comment est-ce qu'on la mobilise pour soutenir l'innovation, pour rendre nos économies plus compétitives et pour participer à l'émergence de nouveaux champions européens? Alors, je dis avant qu'on a tout ce qu'il faut. On a l'argent, on a les talents. Le seul sujet est que l'argent se trouve au mauvais endroit. Si on regarde aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Aux États-Unis, chaque Américain a son 401k avec beaucoup des investissements dans les entreprises américaines. Ça veut dire que le citoyen américain est propriétaire partiel du succès américain. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de faire ça nous-mêmes? À la fin, rien. L'argent est là et il faut rediriger l'argent. L'épargne à long terme est avec les banques et avec les assureurs. Aujourd'hui, cette épargne finance en grande partie la dette publique. Ça veut dire si les États européens réduisent leurs besoins de dette publique, il y a du capital disponible. Et deuxièmement, il faut changer un peu les paramètres des systèmes réglementaires des banques et des assureurs pour que l'argent puisse se diriger plus vers les entreprises et le capital productif. Mais si je regarde en Europe comment ça se fait, vous avez aujourd'hui un grand projet du marché unique qui dure depuis 20 ans. Dans n'importe quelle entreprise, un projet qui dure depuis 20 ans va être arrêté après 4 ans, avec beaucoup de questions qui ne sont pas des questions absolument clés. Et je pense cette question de se dire, OK, quelles sont les questions clés, rediriger l'argent et créer des opportunités au niveau européen, par exemple un fonds souverain pour être capable d'écrire un TKI d'1 milliard ou plus pour investir en Europe, pour que l'argent et l'entreprise ne partent pas aux États-Unis, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas possible. Mais pour ça, à mon avis, il faut aussi que le système européen change un peu. Et c'est ce que j'ai essayé d'évoquer avant. Il faut qu'on fasse les choses ensemble qu'on ne peut pas faire seul. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans la logique de réglementer notre passé. Ça s'applique aussi à la question de défense. Pourquoi est-ce qu'on prend du temps pour aligner les chats français et les chats allemands? On va se terminer avec un chat, mais on a raté l'opportunité des drones et des satellites. Et la troisième question est pourquoi est-ce qu'on doit toujours faire tous ensemble à 27? La question des petites coalitions dans lesquelles quelques membres de l'Union européenne se mettent ensemble
pour cette question du financement, pour cette question d'investir dans les drones et autres. Pourquoi on n'exploite pas? Il faut, à mon avis, rien changer dans le cadre européen qui ne nous permet pas d'avancer plus vite. Et je pense, avec un bon sens, plus de simplicité et aussi les dirigeants qui peuvent exécuter, je reste très positif sur l'Europe. L'un des secteurs dans lequel l'Europe tente d'investir massivement, c'est l'IA. La décision le mois dernier de l'administration Trump de suspendre l'accès à tout ressortissant étranger aux modèles les plus avancés d'Anthropic, donc l'un des acteurs majeurs de l'intelligence artificielle, soulève beaucoup de questions. Selon vous, Claire Woodman, l'Europe doit-elle développer ses propres modèles d'intelligence artificielle pour rester souveraine ? Ok. Vos points sont tout à fait intéressants. Donc, ceci nous amène au cœur de la question de compétitivité de l'Europe et les défis à relever. Lorsque vous regardez les analyses et les estimations de l'échelle des investissements globaux dans l'IA, les chiffres sont juste stupéfiants. Et donc, pour des solutions AI qui vont permettre d'augmenter la productivité et l'efficience, va dépasser les 600 milliards de dollars en 2028. Et donc, les investissements dans l'infrastructure sont tout aussi gigantesques et ça va dépasser les trillions de dollars. Donc, ce que nous avons vu depuis 12 à 18 mois aux États-Unis, c'est que les hyperscalers ont mobilisé et engagé des centaines de milliards par an dans des investissements d'infrastructures. Et donc, oui, effectivement, le défi est immense et pas nécessairement inaccessible. Mais je pense qu'il serait une mauvaise idée de l'Europe de s'arrêter. Donc, ça pourrait, parce qu'il y a un risque de manquer cette transformation. Et je reviens toujours à ce que Thomas nous disait, la collaboration, le partenariat, qui doivent être des éléments clés. Nous pouvons nous concentrer sur des questions plus étroites de modèles de développement où les modèles vont être développés de façon nationale, pareil au niveau national. Mais en tant qu'occasion pour vraiment collaborer et regrouper les puissances, ceci est un point fondamental. Et bien sûr, il faut bien sûr définir nos propres attentes et exigences, notamment autour de la sécurité liée à l'IA. Le point sur lequel je me concentrerai, ce sont les applications. Il faut des applications d'IA qui doivent être intégrées pour notamment améliorer nos systèmes de santé, des grandes entreprises, des grandes industries, dans l'énergie bien entendu. Thomas a parlé de la défense également, qui est un point critique, un domaine critique pour l'Europe et cette sous-région et les voisins. Et donc ce sont vraiment les domaines sur lesquels je me concentrerai en plus de la fondation des besoins fondamentaux en infrastructure. Les investissements en infrastructure sont essentiels. Par exemple, pour les centres de données, les capacités sont données en Europe, les besoins sont... ce qui existe actuellement sont très limités, 8 gigawatts comparément aux États-Unis qui sont à presque 50 gigawatts. Donc inclure l'IA et les applications seront essentielles pour la productivité et la croissance et je pense que les infrastructures seront également un élément clé. Mais cela veut dire que la souveraineté est essentielle. Mais pour arriver à cela, et je crois que c'est vraiment, ça devra se faire par des partenariats et de la collaboration. L'Europe peut-elle concilier le désir de préserver les identités nationales avec l'ambition d'un destin commun? Alors, d'abord, je pense qu'il manque le grand objectif qui rassemble tous les plans, les propositions, les programmes qui sont présentés, c'est de préserver la civilisation européenne. Excusez-moi d'être un peu grandiloquent, ce n'est pas mon genre habituel, mais en réalité, c'est ça qui est en jeu. Je ne parle pas de la situation occidentale, parce que vu l'évolution aux États-Unis, le trumpisme est un phénomène, à mon avis, durable. C'est la question européenne. Ça, c'est en surplomb de toutes les propositions, programmation, calendrier, etc.
Après, pour répondre directement à votre question, je pense qu'il faut faire un deal entre les élites européennes et les peuples en trouvant une sorte de stabilisation. Moins d'Europe dans certains domaines, directive, plus d'Europe dans d'autres, et en disant aux gens, c'est normal d'être resté attaché à votre souveraineté. C'est pas choquant en fait. Simplement, il faut le faire intelligemment, collectivement, etc. Donc je suis convaincu que si on revient à l'idée que Jacques Delors mettait en avant sans arrêt subsidiarité pour calmer ses propres services, subsidiarité, on a la réponse à votre question. J'ajoute, pour être concret, et je termine là-dessus, qu'en dehors des grands objectifs historiques et des slogans et des formules, il faut avoir des feuilles de route très concrètes. Par exemple, sur la défense de l'Europe par elle-même. À l'origine, à la demande des Européens, c'est les Américains. C'est les Américains qui ont fait la paix en Europe et qui ont déclenché la construction européenne. Ok, mais aujourd'hui, si on veut vraiment arriver à ce qu'un jour les Européens arrivent à se défendre par eux-mêmes, les colloques sont inutiles. Il y en a 250 qui ont servi à rien. Rien. Il faut dire, qu'est-ce qu'on mettrait, malgré l'endettement, alors, malgré les réformes dont Édouard Philippe a parlé, qu'il faudra faire de toute façon, malgré ça, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le pilier européen de l'Alliance, européen et canadien? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Deuxièmement, quel état-major? Aujourd'hui, c'est un général américain depuis 1949. Ce serait qui? Troisièmement, qu'est-ce qui donnerait les ordres à l'état-major? Il faut abattre l'avion russe ou pas? Donc si on présente des questions comme ça, que je ne mets pas en avant pour compliquer, au contraire, je les mets en avant pour qu'on avance. Parce qu'il y en a ras-le-bol des slogans depuis 20 ou 30 ans disant la même chose. Donc je propose que domaine par domaine, pour préserver la civilisation européenne dans le monde chaotique de demain et d'après-demain, on ait des feuilles de route domaine par domaine. Et si on raisonne comme ça, on va réconcilier les élites et les peuples, à mon avis. Voilà. Tatiana Molchan, face à la montée continue des courants populistes et eurosceptiques, comment l'Europe peut-elle remobiliser autour de son projet commun, démontrer qu'elle demeure un acteur d'avenir et elle n'est pas vouée à devenir un continent musée figé dans son passé? That's a very interesting question. C'est une très bonne question. Beaucoup des politiciens cherchent des solutions dans ce registre et vous me demandez une réponse. Je crois qu'il y a une réponse à cela. Il faut d'abord, qu'est-ce que nous comprenons tous et convenons tous? L'Europe se sous-estime. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'Europe se sous-estime, ça veut dire qu'en fait, elle fait mieux que nous pensons. Donc nous faisons mieux que ce que les mouvements populistes prétendent. Et donc l'Europe doit continuer à faire ce qu'elle fait, particulièrement défendre quelque chose comme la durabilité. Par exemple, dernièrement, il y avait tellement de recul. Vous ne pouvez pas avoir la durabilité et la croissance économique ou la concurrence. L'Europe n'est pas compétitive parce qu'elle porte trop d'attention, par exemple, à des aspects tels que le climat. Et toutes les données démontrent le contraire. Donc c'est pour ça que l'Europe doit continuer à pousser dans ce sens. L'un des aspects les plus importants où l'Europe se comporte moins bien, c'est la confiance, spécialement après la Deuxième Guerre mondiale. On a vu que c'est ce qui nous a fait avancer, ce qui a permis à l'Europe de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, d'être plus forte. Mais il faut bien comprendre que la confiance, ce n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité pour la croissance économique, qui c'est vital pour les infrastructures économiques. Les sociétés qui se font confiance, peuvent se réformer, peuvent investir, peuvent accepter de faire des choix difficiles. Lorsque nous n'avons pas de confiance dans les sociétés, lorsque la confiance manque, eh bien nous sommes ceux qui assurent cette absence de confiance sont ceux qui vont avoir poser des réformes, surtout sur les réglementations, et c'est là que la peur va s'intégrer. Et donc, alors que c'est là qui crée également la peur d'investissement, alors que c'est là ce vers quoi nous devrions aller. Dans mon intervention précédente, j'ai parlé d'un domaine qui, me semble-t-il, ne reçoit pas assez d'attention, particulièrement en Europe, c'est la démographie.
l'un des grands progrès, encore une fois, dont nous pouvons être fiers. C'est l'extension de la durée de vie. Les gens vivent plus longtemps. Il y a des données qui montrent que ceux qui sont nés après l'an 2000 vivront au moins jusqu'à 100 ans. Peut-être pas nous, à la tribune ici, donc, mais la grande majorité vivront jusqu'à l'âge de 100 ans. Il faut prendre ça en compte. Si on ne comprend pas assez tôt que nous devons faire des pauses et adapter nos institutions à cette nouvelle évolution démographique, non seulement les questions liées à l'âge, mais les gens plus jeunes, les femmes, les migrants ou toute personne handicapée ou autre, tout cela doit être pris en compte et très rapidement. Ça, c'est mon message pour ces réactions populistes ou anti-européennes. Donc l'Europe fonctionne bien, elle doit continuer, mais il y a 2 domaines véritablement où il faut porter plus d'attention. Donc rétablir la confiance et plus d'attention aux questions de démographie. Merci. Plus français, quel grand projet politique peut, selon vous, réconcilier les Français avec l'Europe? Ou bien est-ce que des grands projets phares pourraient porter l'ambition économique, technologique européenne? Sans aucun doute. Et je dirais même que une nation politique, si on parle de la France, ou une construction politique, si on parle de l'Europe, ne tient jamais aussi bien que lorsqu'elle se rassemble ou qu'elle se réunit autour d'un projet, d'une fierté, d'une infrastructure, d'une conquête industrielle, d'un défi collectif qu'elle s'impose et qu'elle veut régler, que ce soit en matière médicale ou en matière technologique. Donc, pour les Français, l'Europe, c'est au moins autant Airbus que les traités européens. L'incarnation européenne, elle compte, et comme dans tout ensemble politique, il faut ces projets. Donc ça me paraît certain. Et alors, ça tombe bien, il y en a plein à développer. On a vraiment besoin d'infrastructures communes, on a vraiment besoin de mettre le paquet sur des éléments qui sont des éléments essentiels pour garantir notre souveraineté, technologie, défense, on l'a dit, innovation à bien des égards. Je voudrais insister sur des points qui me paraissent clairement atteignables, qui sont d'ores et déjà dans le débat public, qui ne nous demandent pas d'inventer des concepts extraordinairement complexes, mais qui me paraissent avoir un impact considérable sur la construction de l'Europe. Peut-être que la plus belle construction européenne que nous ayons réussi à construire au-delà de la paix, ce qui est évidemment le premier instrument, c'est notre marché. Cette espèce de construction d'un marché européen, qu'on appelle parfois le marché unique, qui rassemble plein de gens qui ont un niveau de vie en moyenne assez largement supérieur à la moyenne mondiale, et qui est un actif, si j'ose dire, une richesse exceptionnelle. Sauf que nous l'avons construit de façon très imparfaite, et qu'il n'est pas terminé. Et que l'effort que nous avons mis pour en arriver où nous sommes me paraît infiniment plus compliqué que l'effort que nous devrions consentir pour le terminer. Et que si nous terminons ce marché, alors là, je pense que ça va se voir. Je parle des frontières, plus exactement, je parle des limitations aux échanges entre pays liés à des réglementations nationales, liées à l'émiettement de notre façon d'organiser le commerce à l'intérieur du marché. Il y a des études qui vous expliquent que cet émiettement réglementaire national, il revient à des droits de douane d'environ 30% dans les échanges de biens et de services. C'est énorme. Reconnaissez que c'est un peu idiot d'avoir essayé de faire un marché unique pour se taper des freins non douaniers, mais de l'ordre de 30% de la valeur des marchandises échangées. C'est absurde. Et puis on n'a pas fait l'union des marchés de capitaux. Alors ça fait pas rêver. Hein. Moi, j'ai jamais vu personne au Havre me dire là vraiment ce qui serait bien, ce serait l'union des marchés de capitaux. Non, ça, je ne reconnais jamais. Mais je suis absolument certain qu'une union des marchés de capitaux installée, et on a quand même la direction. Je veux dire, il y a des gens très intelligents qui ont dit exactement ce qu'il fallait faire pour y aller. Faisons-le. Parce que le jour où on a l'union des marchés de capitaux, on a une profondeur de financement pour les entreprises françaises qui n'a strictement rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui. C'est pas demandé. Je ne crois pas que ça
représente quoi que ce soit de négatif, mais vraiment pas du tout, pour les populations des États membres. Et je suis certain que c'est un déblocage absolument considérable pour la création de richesses et donc pour la prospérité européenne. Donc on a, troisième chose, il faut qu'on défende notre marché. Et ça, pour le coup, ça peut plaire à nos concitoyens à juste titre. Notre actif, c'est notre marché. Eh ben, on doit faire en sorte que notre marché soit protégé, non pas du tout en instaurant un protectionnisme entre l'Europe et le reste du monde, mais en veillant que les produits arrivant sur le marché européen ne nous placent pas dans une situation de décalage technologique, de décalage environnemental, de décalage commercial. Autrement dit, il y a 30 ou 40 ans, quand on voulait produire en Chine ou vendre en Chine, les Chinois nous disaient « vous venez produire chez nous ». Aujourd'hui, il faut se rendre compte que nous produisons plus cher que des Chinois avec des technologies qui sont plus anciennes. Et que donc on est en train de se prendre une gifle qui va bientôt ressembler à un coup de poing, qui va bientôt ressembler à un chaos. Et donc il faut qu'on impose à nos partenaires, s'ils veulent accéder au marché européen, de produire en Europe. Et ça, c'est la défense du marché européen, ou de tenir en compte les éléments de décarbonation, si on considère que c'est ceux-là qui sont importants, et je ne suis pas loin de le penser. Et ça, en fait, ça, c'est déjà dans le débat public, c'est déjà discuté, on voit à peu près comment il faut faire, mais on ne le fait pas. Et je pense que, avant d'inventer des concepts incroyablement complexes dont on aura peut-être besoin, faire ça vite, nous fait changer de nature dans notre, et de position dans notre positionnement par rapport aux autres puissances continentales qui ne nous sous-estiment pas et n'ont pas tout le temps à l'intérieur de leur tête la défense de nos intérêts à nous. Si vous voyez ce que je veux dire. Il nous reste 15 minutes pour prendre des questions du public, s'il y en a. Je ne sais pas s'il y a un micro. Je ne sais pas si l'Europe se sous-estime. En revanche, je souhaiterais qu'elle soit beaucoup plus ambitieuse. Beaucoup plus ambitieuse, ça signifie qu'elle doit répondre à une double urgence, à l'urgence sociale et à l'urgence climatique aujourd'hui. Et évidemment, en tenant compte aujourd'hui des contraintes de la compétitivité, bien sûr, de la dette aussi. Et pour ce faire, n'y a-t-il pas une seule voie, enfin, de faire participer une minorité qui aujourd'hui est rentière et peut-être aussi parasitaire. Et si on veut que les prochaines rencontres économiques ne soient pas interdites par l'extrême droite l'année prochaine, il vaut mieux rassembler effectivement la population. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir? Vous voulez réagir? C'est un point de vue, et c'est un point de vue respectable. Et je veux bien partager une bonne partie de la première moitié de votre intervention. Sur le défi climatique, sur le défi social, sur le défi de la souveraineté, j'en ai parlé. Très bien. On fait plein de choses, on peut faire mieux. Et dans les grands projets que j'évoquais, dans les grands projets d'infrastructure, je n'ai pas trop de doute sur le fait qu'on peut imaginer des grands projets qui s'inscrivent dans cette logique. Très bien. Ensuite, je me permets simplement d'indiquer que les pistes de solutions que vous évoquez sont des pistes qui sont discutées en France, mais me paraissent avoir été assez largement écartées ailleurs. Et par définition, si on veut faire des choses au niveau communautaire, il faut réussir à convaincre nos partenaires. Et voilà. Et je ne suis pas sûr que sur ces positions, je le dis doucement, s'agissant des parasitaires que vous évoquez, nous soyons en mesure, ni même d'ailleurs nous n'ayons envie, de convaincre nos partenaires. Hubert Védrine. Une micro-réaction également au début de l'intervention. Je pense que c'est trop dangereux de tout attendre de l'Europe. L'Europe, encore une fois, on ne sait pas de qui on parle quand on parle de l'Europe. Est-ce qu'on parle de la Commission, du Parlement, de la Cour de justice, ou des peuples, etc. Donc je trouve ça trop dangereux. La fameuse Europe n'y arrivera jamais. Donc quand on parle comme ça, on alimente le ressentiment, en fait, et la frustration. Donc sur chacun des sujets importants, il faut dire qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen.
parce qu'on ne peut pas le faire en dessous. C'est ce que disait Delors, hein. Subsidiarité. On ne doit faire au niveau européen que ce qu'on ne peut pas faire en dessous. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen, au niveau national, au niveau régional, etc. etc. Je propose des ordres en termes de niveau, comme ça on n'alimente pas des demandes inatteignables et on réduit le niveau de frustration. Tatiana Molchan. Also a short comment and somehow following from. Un commentaire également pour suivre le commentaire de M. Védrine. Pour certaines politiques, il ne faut pas demander ce que l'Europe peut faire, et particulièrement quand on parle du climat. Par exemple, l'Europe est un champion dans ce registre et il faut mettre la pression sur les autres pour suivre les exemples européens. Je pense qu'il faut changer un peu la rhétorique ici. Ce n'est pas ce que l'Europe doit faire, mais c'est ce que le monde doit faire pour arriver aux mêmes normes que l'Europe. Concernant le social, c'est l'inverse. La situation mondialement, mais en Europe, c'est bien sûr meilleur que partout ailleurs. Sur tous les aspects qu'on peut examiner, les aspects sociaux sont certainement, les situations sociales est meilleure en Europe globalement. Mais l'autonomie des entités locales, régionales, je n'ai jamais vu ça ailleurs dans le monde. Mais ce que nous devons changer au niveau du social, ce sont les institutions dans l'Europe. Parce que lorsqu'elles n'étaient pas prévues, elles n'ont pas été prévues pour les structures et les évolutions actuelles. Et c'est sur ça que nous devons travailler. Thank you for your presence. Mr. Prime Minister. Nous sommes en septembre 2027 et on a des Rafales qui sécurisent l'espace aérien de certains de nos partenaires européens. Et comme le disait M. Védrine, il y a un avion russe qui passe et qui viole l'espace aérien de nos partenaires qu'on essaie de sécuriser pendant 17 secondes. Est-ce que vous dites, pour que nous ne soyons pas sous-estimés, est-ce que vous dites, comme la Turquie par exemple, abattez ces avions ? Je comprends assez bien la question et je ne la prends pas exactement à la rigolade. Et ma réponse à ce stade, compte tenu de ce que vous avez dit, ce serait de dire je propose que nous faisions exactement ce que nous sommes déjà en train de faire. Parce que, vous savez, des tests de l'aviation russe sur des États européens ou membres de l'OTAN, il y en a déjà, à intervalles réguliers. Et nous sommes déjà en train d'apporter des réponses et de traiter ces incursions ou ces tests ou ces provocations. Elles existent. Je pense d'ailleurs que si vous posez la question, c'est vous le savez. Et donc, comme je ne prends pas la question à la légère, je dirais que ma lecture, c'est que nous avons, vis-à-vis de l'appétit de puissance et de provocation de la Russie, jusqu'à présent, peut-être trop lentement, mais apporter des réponses qui me paraissent assez solides et qui, pour le coup, ont été largement sous-estimées par la Russie. Non, parce que la Russie ne s'attendait pas à ce que la Suède et la Finlande rentrent dans l'OTAN. Hein. Ça, c'est sûr. Et la Russie ne s'attendait pas à ce que l'Europe soutienne aussi longuement l'Ukraine. Et elle l'a fait. Et il y a plein de choses à dire sur ce qu'on devrait faire en matière de défense et que, évidemment, on n'est pas exactement au niveau où on devrait être, bien entendu, je le sais. Mais dans la capacité que nous avons à dire que la Russie ne doit pas aller trop loin vis-à-vis des pays de l'OTAN et des pays de l'Union européenne, et surtout des pays de l'OTAN, jusqu'à présent, je considère que nous avons trouvé un équilibre ferme et qui est compris, me semble-t-il, de l'autre côté de la frontière. Oui, bonjour. Moi, je n'ai pas forcément une question, mais ce serait plutôt un commentaire que je destine particulièrement à M. Burbel, qui disait qu'en Europe, on a tout, notamment les capitaux et le savoir. Moi, je pense qu'il y a un truc qui nous manque. Hein. Je pense que c'est l'énergie. Et je suis assez étonné que, vu la qualité du panel, on n'a pas parlé d'énergie alors qu'on a parlé d'IA, on a parlé de militaire, mais l'énergie... c'est pas quelque chose d'important. Merci. Thomas. Alors, c'est absolument vrai que le sujet de l'énergie est un sujet absolument crucial.
Et aujourd'hui, en Europe, on a un double challenge. On a un problème de coût d'énergie et un problème de coût de travail. Mais là aussi, si on se focalise sur où sont les endroits positifs, où on a quand même de l'énergie qui est compétitive. En France, on a de l'énergie compétitive. En Espagne, on a de l'énergie compétitive. Et je pense qu'il faut plutôt se dire là, dans la même logique, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en Europe pour mieux exploiter l'espace européen en matière de l'énergie compétitive. Et ça nécessite, que les États investissent maintenant dans la transition climatique, qui se fait en partie, mais pas suffisamment suffisant. Et deuxièmement, il faut avoir l'interconnexion entre les pays pour être capable d'avoir un vrai marché européen de l'énergie, qu'on n'a pas aujourd'hui, mais vous avez tout à fait raison. Ce sujet de l'énergie, on l'a en partie, mais pas suffisamment. Et c'est un sujet de dépendance qu'on a vu comme problème au moment de la guerre en Ukraine et qu'on a vu à nouveau récemment au moment de la guerre en Iran. J'espère qu'après 2 rappels pour les sociétés, je ne me tourne pas toujours aux politiques, on a tous cette responsabilité, politique, entreprise et citoyens, de maintenant prendre le 2e rappel pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation en Europe. I completely agree with this. Tout à fait d'accord avec ce monsieur. C'est pour ça que j'ai parlé qu'il fallait des investissements en infrastructure, parce qu'on doit avoir de la capacité, de la puissance pour nos sociétés et nos économies. Dernière question. Il y avait une dame depuis tout à l'heure qui était... Oh. Oui, bonjour, Christophe Borde. Je rebondis sur le point de l'énergie. Et on parle beaucoup de durabilité, de réchauffement climatique, qui sont des causes nobles. Mais est-ce qu'on n'a pas sous-estimé, et peut-être de manière un petit peu naïve et en infantilisant l'ensemble des Européens, sur la nécessité justement de l'enjeu de souveraineté autour de l'énergie, qui est une cause qu'on voit très clairement et dont on parle peu, finalement, au détriment, ou pardon, au bénéfice de celui de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors que, est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement dire que la souveraineté devrait être notre priorité? Est-ce que quelqu'un veut prendre Je vais commencer. L'énergie, la coopération énergétique, ça fait partie du travail que l'on fait. Et c'est vraiment l'un des grands défis européens. Mais on n'a pas parlé seulement de l'énergie, on a d'autres grands défis. Le logement est un grand problème également, un défi pour l'Europe. Mais pour revenir à la question de l'énergie, la situation actuelle que nous avons vue, donc, c'est que nous avons besoin d'immenses investissements. Beaucoup des infrastructures sont un petit peu anciennes, mais il faut recourir au numérique. Pourquoi? Récemment, il y a cette histoire selon laquelle l'IA nécessite de l'eau, de l'électricité, mais l'IA, c'est celle qui va nous aider également à économiser beaucoup d'énergie lorsqu'on en vient à l'utilisation des énergies renouvelables. Parce que les énergies renouvelables, comme vous savez, n'est pas constante. Ce n'est pas stable, on ne peut pas la prédire. On peut faire de prédiction de production énergétique renouvelable. Et il y a beaucoup de progrès dans ce domaine. Ça reste encore un défi, un grand défi. Mais j'ai confiance, non seulement en raison des différentes crises, nous avons pris conscience des réalités, mais également en raison des derniers engagements des pays, et je suis certain que nous aurons de meilleures solutions dans les années à venir. Je vous remercie, Thomas. La question est très... oui, on peut vite réfléchir là-dessus, mais attention, parce que le sujet de souveraineté est partout. Si, par exemple, vous cédez sur la question de la lutte climatique, bientôt vous avez un sujet de souveraineté sur l'approvisionnement des produits alimentaires, tout ça. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce qui n'était jamais vraiment fait, et d'avoir une cartographie des dépendances
et de se dire où est-ce qu'on veut être en état de souveraineté, où est-ce qu'on peut se permettre des dépendances, mais qui sont en équilibre avec d'autres dépendances. Une dépendance en soi n'est pas un problème, sauf si on est dépendant partout de tout le monde. C'est ça notre problème. Et je pense qu'il faut plutôt réfléchir là-dessus. Quelles sont nos souverainetés importantes qu'on veut absolument maîtriser nous-mêmes et où sont d'autres où on peut se permettre d'être en balance et équilibre avec d'autres pays. Hubert Védrine. Juste un mot. Ce n'est pas mon domaine, mais quand même, j'étais choqué par le terme de noble cause à propos de la question du climat. Ce n'est pas une noble cause, c'est une cause vitale, comme l'ensemble du compte à rebours écologique. C'est vital. Et deuxièmement, Thomas vient de le dire, il n'y a aucune contradiction avec la réduction des dépendances et la conquête de la souveraineté. C'est la même chose en fait. Il n'y a pas de contradiction. Merci. Édouard Philippe, quelques mots pour conclure ce débat. Juste un mot, parce que moi aussi j'ai tiqué exactement comme Hubert sur le terme de noble cause, puis j'ai tiqué sur un deuxième truc, mais c'est pas grave, hein, c'est sur l'idée même qu'il y a une politique européenne de l'énergie. Parce que il y a eu un rapprochement quand on a fait la CECA sur cette question de l'énergie, et c'était d'ailleurs pas tellement parce que c'était une question d'énergie, mais parce que c'était une question extrêmement politique. Mais je ne suis pas impressionné par la politique européenne de l'énergie aujourd'hui, pour des raisons assez simples. C'est qu'on n'est pas tous d'accord entre Européens sur comment est-ce qu'il faut faire une politique européenne de l'énergie. Donc la seule vraie politique européenne de l'énergie aujourd'hui, me semble-t-il, la seule positive, celle qui permet d'avancer, c'est l'interconnexion des plaques. Ça, c'est une politique européenne qui est d'ailleurs, à mon avis, assez intelligente, parce qu'interconnecter les plaques électriques dans le réseau, ça permet sans doute de limiter les risques, et ça, très bien. Mais il n'y a pas de politique européenne, me semble-t-il, claire sur le nucléaire, enfin, ou alors je n'ai pas vu. Il y a même une difficulté à avoir une politique européenne sur le nucléaire, avec des pays qui sont très favorables, et qui, à mon avis, ont raison, et des pays qui sont très défavorables, et je vais vous dire, c'est leur choix. Mais il n'y a pas de politique européenne, il n'y a pas une politique européenne de dire on va développer le nouveau SMR avant les Américains ou avant les Chinois. Ce n'est pas un projet collectif qu'on porte, ce n'est même pas un objectif qu'on se fixe. Et quand on essaie de se mettre d'accord sur la taxonomie et sur les questions de financement d'une énergie qui, même si elle n'est pas appréciée par un certain nombre de partenaires européens, reste décarbonée et beaucoup plus souveraine et pilotable que bien d'autres, eh ben on n'arrive pas à se mettre d'accord ou ça prend un temps infini. Donc, il ne faut pas surestimer l'Europe. Alors, comme ça me permet de terminer, mais je ne suis pas impressionné par la politique européenne de l'énergie. Je pense qu'on devrait avoir une politique européenne de l'énergie. Je pense que ça nous ferait à tous beaucoup de bien. Mais je ne suis pas sûr qu'elle est là. Et regardez la situation terrible dans laquelle l'Allemagne s'est retrouvée parce que sa politique énergétique était fondée sur une dépendance, et une dépendance quasi pas exclusive, mais très grande au gaz russe. Elle s'est retrouvée dans une situation qui était terrible, mais ce n'était pas à cause de la politique européenne de l'énergie. C'était peut-être à cause de l'absence de politique européenne de l'énergie. Donc ne lui faisons pas dire ce que nous n'avons pas réussi à construire, et ce que d'ailleurs, je le crains, beaucoup de pays européens n'ont pas encore complètement envie de construire. Et ce sera les mots de la fin. Nous n'avons plus de temps. Merci beaucoup. Et je vous invite à retrouver Hubert Védrine pour la dédicace de son livre « Après l'Occident » à la FNAC Jourdan. Merci.